Amis téléspectateurs, bonjour, soyez les bienvenus. Vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, autour de cette table, des invités pour qui la politique n'a aucun secret. Ils sont très intelligents, ils sont affûtés. C'est un peu un plateau de gala que nous avons aujourd'hui puisque nous avons Jonathan Boucher-Petersen, bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique à Libération, merci d'être avec nous. Rachel Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et juriste, vous avez publié une partie de campagne aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être sur ce plateau. Christophe Bourseiller, bonjour. Bonjour. Écrivain, historien, je renvoie à votre dernier livre publié aux éditions Perrin. Il l'appelait Monsieur Hitler, l'histoire méconnue des nazis français. Et Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Journaliste au Figaro, votre dernier livre, La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française, c'est chez Robert Laffont. Dans cette émission, on se demandera ce qu'il reste d'Éric Zemmour un an après la création de son parti. On se penchera sur la délicate question de la fin de vie et sur les projets du gouvernement en matière d'immigration. Et puis, on se demandera si les méchants sont en train de gagner la bataille des idées à travers le monde. Xi Jinping, Poutine, Erdogan, 2022, année antidémocratique, point d'interrogation. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, profitons de l'électricité qui nous reste encore sur Public Sénat pour revenir sur la gestion du gouvernement en matière de transport et d'énergie. Y aura-t-il des trains à Noël? Aurons-nous de l'électricité en janvier? Autant de questions qui ont rythmé ces derniers jours. Pour ce qui concerne l'électricité, pas toujours facile de suivre la ligne de l'exécutif d'une semaine à l'autre. Écoutez. Il se pourrait que cette année, et je veille ici à l'usage du conditionnel, la production et la demande en électricité ne soient pas totalement alignées. Certains jours de grand froid. Et si nous n'adaptons pas, lorsque nous y sommes appelés, certaines de nos habitudes de consommation aux moments les plus critiques. Nous sommes en lien permanent avec les ARS, les agences régionales de santé, ainsi que les préfectures, qui nous signalent et identifient ces personnes-là qui ont un respirateur, qui sont avec un équipement à la maison important. Ils sont éventuellement délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Jonathan, vous comprenez quoi de cette séquence ? Non, mais on est un peu sidéré quand on entend le porte-parole d'Enedis, donc quelqu'un dont le métier est de parler et de transmettre un message qui ne soit pas juste une source de crise. Dans la séquence, c'est vrai que c'est compliqué parce que de fait, il y a des facteurs qui n'étaient pas prévisibles. Enfin, on peut comprendre qu'il y a une forme de situation exceptionnelle. En même temps, il y a une communication qui est absolument erratique. Enfin, on a l'impression de se retrouver aux pires heures du Covid, qui était quand même quelque chose d'un peu plus complexe à gérer. Donc voilà, je pense que ce qui crée effectivement de l'insécurité ou de l'inquiétude, c'est d'abord l'absence de discours clair. D'une parole un peu construite en expliquant ce que sont les difficultés, ce que mais sont les c'est dû à solutions quoi? sur la Parce table. qu'on connaissait un peu la problématique. Vous connaissez, après c'est dû aussi à un fantasme français de cette idée que l'énergie c'était une fierté, l'énergie c'était une solidité et que rien ne pouvait venir compliquer les choses. Là, il y a une dépendance quand même aux énergies fossiles qui n'était pas quelque chose qui était absolument intégré dans le modèle. En gros, c'était le nucléaire envers et contre tout comme une espèce de source de puissance indépassable et un chemin vers les énergies renouvelables. C'est un problème plus de fond, mais vraiment sur cette séquence qui a duré une semaine. C'est nul. C'est nul. On comprend la colère. C'est un débat qui a échappé à l'exécutif, Eugénie. Tout à fait. Et moi, ce qui est frappant, c'est en même temps d'Emmanuel Macron et cette espèce de manque de clarté. C'est-à-dire qu'il était le premier à la fin de l'été à nous faire un discours, souvenez-vous, crépusculaire sur la fin de l'abondance. Et si c'était pas joué sur la peur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il était aussi très, très inquiet lui-même. Et maintenant, il nous dit non, rassurez-vous, tout va bien se passer. Moi, je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu un mea culpa de la part du président de la République sur son revirement sur le nucléaire, parce que en fait, en l'espace de quelques mois, il a complètement changé son fusil d'épaule. Et il nous dit maintenant que le nucléaire, c'est formidable, qu'on va relancer le nucléaire, et qu'il a toujours pensé ainsi, alors que c'est lui c'est sous son quinquennat qu'a été acté la fermeture de Fessenheim. C'est pas pour ça qu'il y a des coupures. C'est quand même parce qu'il y a c'est pas du tout à la hauteur. C'est vraiment l'enjeu des énergies fossiles. C'est encore. Non, attendez, c'est vrai que les éoliennes et le solaire nous aideraient particulièrement en ce moment où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. Moi, je veux vraiment m'attarder sur cette séquence. Par contre, sur les centrales nucléaires, on paye aussi un effet du Covid, parce que la maintenance a été stoppée pendant le Covid des centrales nucléaires.
quel autre pays au monde a stoppé la maintenance des centrales nucléaires pendant le Covid? Mais J'en connais pas comment le beaucoup. gouvernement a et, géré cette séquence, Rachel? On a l'impression que le gouvernement n'avait pas anticipé l'inquiétude que ça allait susciter chez les Il y Français. a plusieurs choses. On sait qu'on est dans une période, et le Covid nous l'a montré grandement, qu'on demande aux politiques d'anticiper l'imprévisible. Covid, et même sur nos fondamentaux, même sur la laïcité. C'était prévisible. Non, mais- quoi. Non, mais enfin, sur la laïcité, on se doutait pas que ça allait être remis en question comme ça dans nos écoles. Ensuite, c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de pédagogie. Et moi qui me suis attachée dans les campagnes électorales et dans les cabinets politiques à la question des cellules de crise, c'est vrai qu'on a quand même un enjeu dans ces fameuses cellules de crise qui est cette clarté pédagogique par rapport Et on l'a pas vu. aux citoyens. Et c'est vrai que d'un autre côté, lorsque l'État anticipe, on dit qu'il fait peur. Lorsqu'il n'anticipe pas, on dit qu'il est irresponsable. Donc il faut un petit peu savoir. Ouais, est-ce que la colère d'Emmanuel Macron a permis de clarifier les choses? Je pense, pour compléter ou répondre à ce que dit Rachel Kahn, qu'il me semble qu'on pouvait anticiper l'hiver. Je ne crois pas que l'hiver, ça soit un signe noir au sens de l'événement totalement inattendu qui nous tombe dessus par hasard, comme le Covid, effectivement, ou la guerre d'Ukraine. Je crois que dans ce cas présent, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement qui n'est pas capable de gérer les infrastructures, de les mettre en l'état? J'ai l'impression que la France est dans un processus de déclin terrible, si on en est là. Et c'est quelque part, c'est intéressant, parce que quelque part, ça crédibilise le discours des collapsologues, qui vous disent que tout va s'écrouler à partir de 2030. Et quand on voit la fragilité de nos infrastructures, il suffit qu'il neige un peu pour que plus rien ne fonctionne. Il suffit qu'il y ait un conflit et qu'on s'aperçoive, ah mon Dieu, on n'a pas géré les stocks énergétiques, ah mon Dieu, et tout à coup on n'aurait plus d'électricité. Là, je crois qu'on peut vraiment s'inquiéter et se dire qu'effectivement, peut-être que un jour tout va s'écrouler parce que justement il y aura un tel manque d'anticipation de la part de nos gouvernants, on est tellement la barre sur les sondages, le nez sur les sondages, que tout devient possible. Moi, je me rappelle quand même d'Emmanuel Macron qui, le 14 juillet, parlait déjà de délestage. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce mot délestage abject, Ouais, ça veut dire coupure de coupure. courant. Plutôt que de dire On traduit. coupure, on dit délestage, c'est n'importe quoi. Ouais, Je veux dire, il y a là quelque De chose l'art- de de l'art ce des- discours monstrueux pour faire d'efféminisation. passer l'austérité, c'est affreux. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de gourmandise au chaos, quoi. Il ne s'est pour Oui. l'instant rien passé. Et Exactement. on a l'impression que tout le monde enfourche son cheval en disant c'est la preuve du déclin, c'est la preuve que la France n'est plus la France. C'est cette espèce d'affaissement pour l'instant. On est dans une situation qui, sur le papier, n'est pas plus catastrophique que celle de la plupart de nos J'espère. voisins européens. Et en revanche, la tonalité des discours n'est pas du tout la même. Alors Donc, justement, encore une Jonathan, fois, ouais. on tombe peut-être de plus haut parce que derrière cette idée du nucléaire, donc on peut toujours dire c'est le revirement d'Emmanuel Macron qui est à la source de tous les problèmes. Fondamentalement, il y avait des centrales vieillissantes. Si elles sont On aurait pu les prolonger, les oui, maintenir. on aurait pu plein de choses rétrospectivement, on aurait mais ça, pu, c'est ouais. plutôt Alors, le ouais, rôle du Jonathan, commentaire. De plein d'autres pays, comme On les va États-Unis. écouter Marine Le Pen. 80 centrales nucléaires et qui les Les envoient. autres pays en On va Europe parler font des des centrales. énergies On va renouvelables. quand écouter même, faut Marine voir Le Pen, justement. L'Allemagne, qui elle rouvre des centrales à charbon. fustige l'amateurisme d'Emmanuel Macron. Écoutez-la. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on est au 21e siècle, dans la 6e puissance mondiale, et qu'on est en train de nous expliquer qu'on va retourner à l'âge de pierre parce qu'on n'aura plus d'électricité, parce qu'il va falloir vivre en baissant considérablement le chauffage parce que les Français pourront plus payer la facture, et tout cela passe crème. Moi, je suis désolé, ça passe pas crème. Ça m'indigne. Ça veut dire que nous sommes dirigés par des incapables, par des incompétents, par des imprévoyants, et qu'une fois de plus, c'est pas eux qui payent les conséquences de ça, ce sont les Français. Rachel, c'est de bonne guerre, les oppositions s'opposent. Non, mais là, c'est ridicule. Et effectivement, je vous rejoins parfaitement. Sur le réel, on n'en est pas là du tout. Après l'instrumentalisation politique pour dire que le gouvernement est incompétent, alors qu'en ce moment, il ne se passe rien au niveau de notre électricité. On n'a pas encore eu de coupure. Ce n'est pas effectivement le chaos. Moi, ça me heurte un peu parce que cette vengeance sur l'anticipation, elle est facile de dire on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça quand on se retrouve confronté à une réalité. C'est facile. Après, on ne parle pas non plus des écologistes qui ont lu les rapports du GIEC depuis un certain nombre d'années et qui jamais ont changé leur fusil d'épaule par rapport au nucléaire. Et là, pour le coup, sur les questions de l'énergie, on peut valoriser le en même temps, puisqu'il faut du nucléaire, des énergies renouvelables et du solaire. Alors rappelons qu'il y a 19 réacteurs nucléaires actuellement à l'arrêt Oui, mais- sur 58, Eugénie. Oui, 19. Quel est le lien avec la guerre en Ukraine sur l'arrêt de ces réacteurs? Aucun. Non, donc c'est un Voilà, problème donc structurel. oui, je veux bien que ce soit la faute de la guerre en Ukraine, mais là, les 19 réacteurs à l'arrêt, ça n'est pas lié à la guerre en Ukraine, il faut le dire, c'est parce qu'il y a eu un défaut
d'anticipation. On a un peu abandonné notre filière, on s'est dit c'est pas important, il y a eu le Covid. Effectivement, le fait qu'on n'a pas maintenu la maintenance pendant le Covid et maintenant on le paye aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs fait partie de tous ces effets post-Covid qu'on n'a pas fini de payer cette facture de l'immobilisme cette histoire générée par le Covid. d'anticipation dit quelque chose de nous, parce qu'on ne cesse d'anticiper un futur épouvantable. On nous a dit, oh là là, la récession économique, ça va être abominable en 2023. Oh là là, on pourra même pas payer le chauffage. Ne vous chauffez pas parce que vous n'aurez pas les moyens de payer ça, parce que les prix du chauffage vont tripler, quadrupler, quintupler. Ça va être la République de Weimar. Maintenant, on nous dit, oh là là, en 2023, il y aura plus d'électricité. Alors, qu'est-ce que ça dit d'une espèce d'angoisse collective là ? Il y a là un signal faible, comme on dit, assez fort, qui nous indique qu'on qu'il y a on joue sur les peurs, quoi. C'est ce que mais vous dites. qu'on est complètement un peuple apeuré, oui. Je rappelle que le blackout, c'était en 1978, dans ces temps heureux. Là, pour le coup, il y a eu, effectivement, parce qu'il y a déjà eu des crises énergétiques. Absolument. Et là, il y a eu un blackout très concret. Mais ça, c'est le temps d'avant qui était tellement mieux. Et juste d'un mot, c'est qu'il y a évidemment que la question nucléaire est un sujet. Il n'empêche qu'on ne peut pas balayer la question de la guerre en Ukraine sur la question des prix. Et en France, je suis désolé, on peut dire plein de choses. Et moi, je ne suis pas le dernier à dire que ce gouvernement n'est pas au niveau, et notamment sur la gestion, j'allais dire, pédagogique de ce moment-là. Mais concrètement, le signal prix, pour l'instant, on est le seul pays en Europe qui ne le ressent pas. Donc, il y a quand même quelque chose qui est un peu antinomique. On a quasiment l'État, on a l'État le plus protecteur et on a l'État qui est le plus mis en cause pour son incurie. Donc au bout d'un moment, il faut juste choisir. Je comprends que l'ambition, en tout cas le refrain confortable, c'est d'attaquer, mais je pense qu'il faut choisir l'angle et pas tout dire en même temps, quoi. Peut-on encore, en France, débattre sereinement du sujet de l'immigration ? C'était en tout cas l'un des défis posés aux députés cette semaine, puisqu'un débat sans vote était organisé mardi à l'Assemblée nationale. L'occasion pour le gouvernement de dévoiler les grandes lignes d'une loi qui sera présentée en début d'année prochaine. Écoutez. Notre pays a toujours accueilli et intégré, toujours délivré des titres de séjour, avec des périodes d'arrivée parfois plus marquées, parfois moins soutenues. La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir. Encore un débat sur l'immigration. Christophe, est-ce que le débat, de manière générale, le débat sur l'immigration en France est un débat miné ? Il est miné parce qu'il polarise les extrêmes. C'est-à-dire que je trouve que la position, là, pour le coup, d'Elisabeth Borne, relativement sensée, puisqu'elle dit ni immigration zéro, ni immigration dérégulée. Donc, elle appelle à une immigration raisonnable, on pourrait dire. Mais ça focalise tout de suite. C'est-à-dire, si on dit, attention, il y a trop d'immigrés, on est RN, on est Zemmour, on est tout ce que vous voulez. Si on dit, au contraire, effectivement, c'est bien que certains immigrés rentrent parce qu'il y a des emplois qui ont besoin d'être remplis, enfin, en quelque sorte. Alors, à ce moment-là, on est accusé d'être... pour que toutes les vannes s'ouvrent, qu'il n'y ait plus jamais de frontières. Pour vous, c'est pas possible de débattre sereinement, quoi. C'est très difficile de débattre sereinement, et je dirais qu'il y a juste un truc que Elisabeth Borne a l'air de mettre de côté. C'est quand même le seul truc qui, moi, me pose problème aujourd'hui, c'est cette histoire d'OQTF. L'obligation de quitter le territoire français. C'est ça, parce qu'elle ne le dit pas, mais ces obligations ne sont pas appliquées. C'est ça le problème, en réalité. Elles sont appliquées, mais pas suffisamment, de moins de 10%. Pas appliquées du tout. La preuve, c'est l'affaire de la pauvre petite enfant qui a été assassinée par quelqu'un qui avait une OQTF. Donc pourquoi est-ce que c'est pas appliqué ? C'est justement, le projet du gouvernement vise effectivement à encore un dysfonctionnement de la société française. On a entendu Elisabeth Borne. Après Elisabeth Borne, il y a eu 4 heures de critique des oppositions sur la politique migratoire du gouvernement. Même question qu'à Christophe, est-ce qu'on peut vraiment débattre sereinement ? Est-ce qu'on est vraiment dans les postures politiques, quoi qu'on fasse ? Non, on ne peut pas débattre sereinement. Pourquoi ? Parce que depuis 40 ans, toute volonté de maîtrise des flux migratoires est criminalisée en France. On la ramène à une forme de racisme. On dit que c'est de la haine, on dit que c'est du repli, on dit que c'est une forme de xénophobie, alors que c'est la maîtrise de notre souveraineté, de nos frontières, qui est un des principes même de la souveraineté populaire. Aujourd'hui, qui conteste la nécessité, entre guillemets... Toute une partie de la gauche conteste la nécessité, la possibilité, la nécessité de fermer les frontières. Oui, je le pense. Ensuite, c'est la même chose, contrôler l'immigration et fermer les frontières. Fermer les frontières, quoi. Donc, en tout cas, d'avoir une maîtrise de nos frontières. Ah oui. Fermer à 100%, évidemment qu'on ne peut pas. Il faudrait mettre il y a des gens dans le débat politique qui portent ça, l'idée. Qui portent à 100% la fermeture des frontières avec un mur. Oui, a priori, ouais. Et deuxième chose, moi, qui me frappe dans ce débat, c'est cette espèce de
de mantra qu'on entend. On vient d'entendre dans la bouche d'Elisabeth Borne, comme quoi notre pays a toujours été un pays d'immigration. Excusez-moi, mais c'est ce que Emmanuel Macron a dit aussi. C'est absolument faux. Notre pays est un pays d'immigration depuis 1860 environ. La France n'est pas née en 1860. Et en plus, autrefois, c'était une immigration de travail. Aujourd'hui, c'est une immigration de peuplement avec le regroupement familial. Autrefois, c'était une immigration européenne. Aujourd'hui, c'est une immigration extra-européenne qui pose des problèmes d'assimilation différents. Et je crois que de ne pas nommer les choses, de ne pas dire, finalement, nous sommes face à un défi nouveau dans notre histoire, massif, et qui n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu dans le passé, eh bien, ne pas vouloir nommer ça, ça fait partie du problème. Je rappelle juste que depuis 1945, la France a voté une loi sur l'immigration tous les 2 ans en moyenne. Rachel, ce débat, il est nécessaire aujourd'hui. Le gouvernement qui rouvre effectivement ce débat sur l'immigration, il y aura une loi au début de l'année prochaine, mais oui. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de rouvrir ce débat? C'est nécessaire d'avoir un débat qui soit juste sur le réel. On ne peut pas parler d'une immigration, mais des immigrations. On a la question du droit d'asile et des réfugiés, on a la question des migrations économiques, celle du travail, et puis on a la question aussi des clandestins. Donc on a des immigrations qui sont des chances et d'autres qui sont plutôt de l'ordre de la malchance. Moi, j'aimerais bien renommer en fait ce sujet qui est à l'ordre du jour, une loi sur la citoyenneté. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas un peuple. Et effectivement, le discours qui tend à dire que nous sommes un peuple d'immigrés, c'est pas tout à fait ça. Nous ne sommes pas un peuple ethnique, nous ne sommes pas un peuple religieux, nous sommes un peuple politique qui se retrouve autour d'un socle commun qui sont nos principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de souveraineté, de laïcité, etc. Et en fait, cet accueil-là de ces personnes, en fait, elles doivent épouser notre socle commun, nos fondamentaux et notamment notre langue aussi. C'est comme ça, c'est à mon sens. C'est un des volets du projet du gouvernement. Pour moi, c'est de la citoyenneté. C'est plus que les questions de migration, puisqu'on voit à quel point aujourd'hui, effectivement, 8 Français sur 10 estiment qu'ils ne peuvent pas parler d'immigration librement, puisque ils sont taxés, fait comme vous le disiez, de racistes, de xénophobes, alors que ce n'est pas le sujet. Et le problème, c'est que la gauche a abandonné cette question-là par une culpabilité très mal placée. Juste, je vous donne la parole dans un instant, Jonathan. Sur le fond, le gouvernement Borne va notamment proposer une régularisation facilitée pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. On va écouter Gérald Darmanin qui fixe quelques critères. Cette personne satisfait un certain nombre de critères. Par exemple, pas de casier judiciaire. Oui. Toute personne en France qui aura un casier judiciaire et qui sera étranger ne pourra pas être régularisée et sera donc expulsée du territoire national. On veut ceux qui bossent, on ne veut pas ceux qui rapinent. Jonathan, j'ai l'impression que tous les ministres de l'Intérieur veulent leur loi immigration. Ah oui, moi j'ai l'impression que c'est un débat qui se referme jamais. Donc on dit toujours qu'on ne peut pas en parler. On a l'impression que la doxa dominante, moi j'ai l'impression que même quand la gauche était au pouvoir, c'était Manuel Valls qui portait ces questions-là. J'ai pas eu le sentiment qu'on était sur les frontières ouvertes aux 4 vents et un discours qui était construit sur autre chose que l'idée de fermeté. Donc je pense qu'il y a une espèce d'inversion du réel, encore une fois. 400 000 entrées par an dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ouais, 400 000 entrées par an peut-être. Ouais. Enfin, les chiffres ont toujours été contestés. En tout cas, non, sur ces chiffres-là, vous pouvez les vérifier. Non, mais c'est pas facile de dire non. Moi, je dis ces chiffres, ils sont régulièrement contestés par des gens qui connaissent mieux que vous et que moi. Donc, je pense que on invite chacun juste à les regarder. Ça a été un des débats de la campagne présidentielle assez régulièrement. Et je pense qu'on est beaucoup sur le fantasme. C'est-à-dire, on a quand même 30 ans d'une opinion publique qui n'a pas tellement d'éléments objectifs sur le sujet, qui est chauffée à blanc par l'idée d'invasion, par l'idée de submersion, par l'idée. Encore une fois, mais qui estime quand même majoritairement qu'il y a trop d'étrangers ou d'émigrés en France. Ça, il faut l'entendre. Quand on entend régularisation, on parle de quelques milliers de personnes là, dans des métiers en tension ou jusqu'à preuve du contraire, quand les offres sont ouvertes, elles ne trouvent pas preneur et les gens qui tiennent ces activités-là sont les premiers à le demander. Ça, c'est pas à la hauteur des enjeux. Je pense qu'il y a 2 trucs quand même à dire. L'idée que ça va pas s'arrêter juste parce qu'on dit fermeture des frontières, battre en brèche l'idée qu'il y a des appels d'air parce que soi-disant la France serait une espèce de terre promise. La France est une terre de passage pour la majorité des immigrés. L'essentiel des migrations à l'échelle du monde se fait à l'intérieur de l'hémisphère sud. Donc pour le coup, les pays, j'allais dire, à qui on dit toujours il faut qu'elles prennent leur part de cet enjeu-là, accueillent l'immigration de façon beaucoup plus massive. Donc encore une fois, c'est un sujet d'inquiétude qu'il faut entendre. En revanche, tout ce qui est submersion, mise en péril de la civilisation européenne et française... Non mais ça fait 70 ans qu'on légifère, qu'on fait des réformes sur l'immigration. Pour toujours plus de dureté quand même. Michel Rocard avait un peu le même discours qu'Elisabeth Borne, alors pas avec les mêmes termes, etc. Pourquoi on en revient
à une loi par an pratiquement, ou tous les 2 ans, Christophe. Une incapacité à gérer le réel, c'est-à-dire la multiplication de lois. C'est un peu comme les lois anti-casseurs. Vous savez, en France, on fait des lois anti-casseurs chaque fois qu'il y a une manifestation, en oubliant qu'on en a fait 18 avant et qu'on les a abrogées les unes derrière les autres. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne en France, par des effets d'annonce. C'est dommage. Gouverner sur le long terme permettrait peut-être justement de réguler ce phénomène de l'immigration. Il ne s'agit pas, je trouve que là, ça part d'un bon sentiment. Il ne s'agit pas d'interdire l'immigration, il s'agit de réguler l'immigration. C'est peut-être ça la bonne solution. On est dans un monde marqué par un nomadisme généralisé. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est comme ça, les moyens de communication se sont développés. Aujourd'hui, tout le monde est nomade. Il y a les migrants qui arrivent en France et les Français qui vont vivre à l'étranger. On appelle ça des expats. Migrants, expats, c'est quand même un peu la même chose. Donc si vous voulez, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Il faut donc vivre avec et le réguler, mais il faut arrêter d'idéologiser ça. Moi, je suis pas d'accord avec ce fatalisme, dans le sens où je pense aussi qu'il y a un discours. Si vous dites on a besoin d'immigration, ce qui est le cas de ce que dit Gérald Darmanin ou ce que dit l'Union européenne, l'Europe est vieillissante, on a besoin d'immigration, vous envoyez le message que les gens peuvent traverser la Méditerranée, qui sont bienvenus. Je pense qu'il faut envoyer le message inverse. Il faut envoyer un signal fort en disant nous ne voulons plus d'immigration. Après, effectivement, que le réel soit complexe, qu'il soit difficile de répondre à ces sujets, très bien, mais changeons au moins le discours. Il y a eu un discours pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a fait un discours des Mureaux sur l'islamisme où il a nommé les choses et c'était bien. Il a dit vraiment quelles étaient les menaces. Il a parlé de la laïcité. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un discours des Mureaux de l'immigration où on nomme clairement le réel et qu'on arrête de louvoyer et de dire en même temps l'immigration est un défi et en même temps on en a besoin, etc. Sur la citoyenneté et sur la capacité d'accueil réel, c'est-à-dire vraiment d'éducation à cette citoyenneté. Parce qu'on n'accueille pas les gens là aujourd'hui. Dire oui à tout le monde, c'est n'accueillir personne. Les oui à tout le monde. méchants. Encore une fois, la France, non, si on dit oui par défaut parce qu'on ne peut pas. Délire. Non, mais 400 000 personnes par an. Oui à tout le monde. La France, c'est le pays qui expulse le plus. Les OQTF, juste d'un mot, il n'y en a pas en Allemagne, par exemple. C'est l'administration française qui délivre des OQTF. C'est pas judiciaire, c'est autre chose, c'est administratif. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Donc c'est vrai que les comparaisons, en tant que telles, on peut pas dire si la France est complètement à côté de la plaque ou pas là-dessus. En revanche, dire que c'est un sujet, moi je pense que c'est un sujet qui est alimenté par beaucoup de fantasmes. Ça veut pas dire qu'il faut le traiter. Et encore une fois, depuis 30 ans, on est dans un discours de fermeté quasi généralisé, à part Philippe Poutou, qui a priori n'a pas eu le pouvoir ces dernières années. Sans transition. Je vous demande de vous arrêter. Merci beaucoup. Les méchants sont-ils en train de gagner la bataille des idées? C'est notre troisième thème. Il porte sur la montée en puissance des dictatures et des régimes autoritaires à travers le monde. Alors certes, le magazine Time a fait de Volodymyr Zelensky la personnalité de l'année, mais force est de constater que 2022 restera comme l'année de l'offensive russe en Ukraine ou encore du durcissement du régime totalitaire chinois, deux pays qui ont l'Occident dans le viseur. Écoutez. Face à un monde, une époque et une histoire en constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle de grande puissance et jouer un rôle de guide pour apporter stabilité et énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux. Il y a un autre Occident, agressif, cosmopolite, néocolonial, qui sert d'outil aux élites néolibérales. C'est le diktat de cet Occident que la Russie, bien sûr, ne tolérera jamais. Christophe, je vais vous poser la question très simple. Les méchants sont-ils en train de gagner? Alors, écoutez, c'est plus compliqué que ça. D'abord, je pense qu'évidemment, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Vous ne pouvez pas mettre, par exemple, la Hongrie de Viktor Orban dans le même sac que la Corée du Nord. On est face là à des régimes différents, de nature différente. Vous avez des régimes totalitaires, vous avez des régimes néo-communistes comme la Chine, vous avez des régimes autoritaires comme la Russie, et puis vous avez un phénomène beaucoup plus inquiétant, peut-être moi je trouve, c'est ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'il y a une montée des populismes, une montée des démocraties dites illibérales, en fait la montée des populismes, ça provient de quoi? De la crise de la démocratie. Ça veut dire que nos démocraties à nous ne sont pas parfaites. Ça veut dire que nos démocraties, est-ce que c'est pas devenu des oligarchies? Est-ce qu'au fond, on ne ferait pas mieux de s'interroger nous-mêmes sur la nature de notre système qu'on défend avec tant de conviction? La démocratie libérale. Démocratie libérale au sens de Tocqueville, démocratie libérale au sens où les libertés circulent. Est-ce que cette démocratie-là, elle n'est pas en crise, profondément en crise? Moi, je
crois que c'est l'élitisme qu'on a vécu ces dernières années qui explique le populisme. Je pense que le populisme n'est pas arrivé ex nihilo. Le populisme, il est né de l'attitude des élites qui ont cru passer par-dessus le peuple, qui se sont dit on peut se passer de la démocratie, on peut créer des technostructures énarchiques, et je crois que tout est là. Alors donc il faut vraiment que nous nous posions beaucoup de questions. Est-ce qu'on est d'accord sur ce plateau? Il y a un recul ou pas des démocraties dans le monde? Absolument. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il faut distinguer ce qu'on appelle les leaders populistes et les régimes autoritaires. C'est pas complètement la même chose. Je ne suis pas sûr que Poutine soit un populiste, par exemple, a priori. En revanche, c'est pas exactement le même schéma qu'un Bolsonaro ou qu'un Trump encore dans un autre registre, un Boris Johnson. Ce qui est sûr, c'est que les démocraties sont fatiguées, ça c'est absolument indéniable. La demande d'État, elle est quand même aussi forte. Donc qu'est-ce qu'on met derrière autorité ? Est-ce que c'est autoritarisme, homme providentiel, restriction des libertés, ou est-ce que c'est puissance publique au sens puissance, donc capacité à répondre aux enjeux, à répondre aux inquiétudes, à répondre aux urgences, qu'elles soient sociales, qu'elles soient partage de la richesse, qu'elles soient écologie, qu'elles soient régalien aussi, c'est pas du tout un sujet mineur, mais ça peut pas être l'exclusif de la puissance publique, sinon ça s'apparente globalement à une restriction des libertés. Et encore une fois, je rappelle qu'il y a quelques années, dans une bonne partie de l'extrême droite, de la droite, le modèle de l'homme fort, le modèle de la défense de la civilisation, c'était Vladimir Poutine. Aujourd'hui, c'est le symbole du nationalisme et de l'impérialisme. Vous voulez parler d'Éric Zemmour? On en reparlera. Je vais vous montrer un double rapport. Je vais vous montrer un double rapport et je vous fais réagir ensuite, Eugénie. Un rapport en date de novembre qui est publié par l'Institut IDEA, Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, et un autre rapport de l'Institut suédois Videm sur les 104 démocraties que compte aujourd'hui la planète. 48 sont aujourd'hui menacées par un recul des libertés. Un quart de l'humanité vit sous une dictature, tandis que le groupe des autocraties compte aujourd'hui 60 pays, soit 44% de la population mondiale. Eugénie, comment vous interprétez ça? Est-ce qu'il y a une fatigue de la démocratie libérale dans le monde? Je crois qu'en tout cas, on vit la fin d'une forme d'utopie qui était de penser que la démocratie allait s'installer universellement et que le modèle occidental allait pouvoir s'implanter comme ça, ex nihilo, dans tous les pays du monde, alors qu'il nous a demandé, nous, en Occident et en Europe, c'est le fruit de guerre, ça a été le fruit de guerre civile, d'un long mûrissement démocratique, d'une conquête de droits qui a été très très longue et qu'on n'est pas devenu du jour au lendemain une démocratie. Et je crois qu'il y a eu un peu une espèce d'illusion que ce modèle allait se répandre et qu'elle allait devenir universelle. On voit que ce n'est pas le cas. Par contre, je pense que si la démocratie n'est pas un modèle universel, la liberté, le désir de liberté est universel, il est ancré dans le cœur de l'homme. Et on le voit, que ce soit les Chinois qui protestent contre le Covid, les Iraniennes qui veulent retirer leur voile ou les Russes qui demandent la liberté d'expression. Le désir de liberté, il est universel. Je pense qu'un régime purement autoritaire qui ne donne pas de liberté à sa population ne peut pas, en tout cas, survivra difficilement dans le temps. Est-ce que c'est forcément, il va devenir une démocratie dans le sens libéral du terme ? Je ne pense pas, mais une pure autocratie ne peut pas durer. Et de la même manière, en fait, il y a un retour de balancier, c'est-à-dire qu'en Occident, nous sommes dans un régime qui accorde énormément de place aux libertés individuelles et il y a une demande de retour de l'autorité. Et dans ces régimes autocratiques, il y a une demande de liberté. On a vu ces chiffres. Rachel, comment vous les interprétez? La démocratie ne fait plus rêver, entre guillemets. C'est un peu ce que je comprends de ce que vient de dire Eugénie. Oui, je partage tout à fait ce qui a été dit autour de la table. En fait, c'est comme si il y avait une ambiance de fascination sur l'autoritarisme, en réalité. Et on le sent, même dans nos pays occidentaux. Moi, je suis frappée par ce que j'ai entendu de Vladimir Poutine, qui tient un discours décolonial, donc qui se conjugue aussi avec des dogmes. Et impérialiste en même temps, c'est ça qui est compliqué. Alors, mais oui, mais là, c'est surtout... En Ukraine, il le voit plutôt comme un impérialiste que comme un décolonial. Évidemment. Mais le problème, c'est que ça se conjugue avec des discours qui sont tenus ici sur le décolonialisme. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on a envie... Enfin, on a l'impression qu'aujourd'hui, nous avons envie d'autoritarisme, finalement, pour ne plus penser par nous-mêmes. On était sur le réel tout à l'heure, mais pour avoir des règles extrêmement fortes, extrêmement figées. Et on retrouve très précisément ce qu'avait écrit Tocqueville à l'époque de la démocratie en Amérique. Avec trop d'égalitarisme, tue finalement cette démocratie. Et cette perte de repères, finalement, appelle à des autocraties. Christophe, moi je pensais qu'après la chute du mur de Berlin, ça y est, la démocratie libérale allait triompher.
Il y a eu ce rêve, la fin à un des moment temps. donné, il y a eu un état de grâce assez fugitif après la chute du mur de Berlin dans les années 1990. Mais si vous regardez les sondages aujourd'hui en France, vous voyez que les gens, ils sont en demande principalement, non pas de démocratie, mais de sécurité. Ouais. Alors ils demandent la sécurité policière, en disant « Oh là là, il y a la délinquance, on a peur ». Et puis ils demandent la sécurité sociale, en disant que l'État me protège, que l'État fasse en sorte que j'ai ma retraite, qu'on ne me retire pas mes retraites, etc. etc. Donc il y a plutôt une demande aujourd'hui d'autorité et de sécurité. Et pourtant, je crois qu'il faut aller encore un tout petit peu plus loin, je crois que le peuple français est quand même attaché à la démocratie. Vous savez, on l'a vu avec les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes étaient un peu foutraques, il y avait de tout dans ce mouvement, mais il y avait aussi le désir du RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que c'était d'autre, le RIC, ce mantra du RIC, si ce n'est de dire réveiller la démocratie, vous voyez? Et regardez les dernières élections, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, au second tour de la présidentielle, Macron est élu parce que les Français disent on n'a pas envie de vivre un moment populiste, au fond. Et puis à les législatives, ils disent oui, mais quand même, Macron, on n'a pas envie non plus qu'il applique un programme par trop d'austérité, par trop libéral, qui risque de mettre à mal nos retraites, etc. Et donc, ils élisent une chambre qui, en quelque sorte, enlève les pleins pouvoirs à Macron. Donc il y a quand même une sorte d'expression démocratique qui reste vivante. Vous voyez, c'est donc Un amour de paradoxal. la démocratie en France, Jonathan, vous êtes d'accord? Ah oui, moi je pense que ça reste quand même l'horizon le plus souhaité. Après, que des moments en plus de crise qui créent quand même beaucoup d'incertitudes c'est souvent dans ces moments-là quand même qu'il y a une espèce de... En se disant que la démocratie, parfois c'est plus long aussi. Hein. La démocratie, c'est plus compliqué. C'est sûr que le chemin de la figure providentielle qui vient tout imposer d'en haut à quelque chose de rassurant à un certain moment, mais crée on abîme quand même la société. Je pense que la démocratie, ça reste quand même quelque chose qui... quand on voit Trump, Bolsonaro, Johnson, par exemple, ces leaders populistes, quand on s'est retrouvé face à la crise du Covid, on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même largement à côté de la plaque et ils ont les uns et les autres été balayés. Je pense que la question que le modèle occidental, de façon un peu messianique, pense pouvoir imposer cette espèce d'indépassable dans le monde entier, ça s'est quand même fait aussi sur une captation de richesse qui n'a pas rendu le cocktail très, très sexy pour bien des pays. Après, moi, je ne suis pas complètement un fataliste. Je pense qu'effectivement, la demande de liberté, elle est quelque chose d'absolument universel. Après, est-ce que le modèle occidental a vocation à être, à s'imposer partout dans le monde? Non. En revanche, nous, de se dire que la démocratie n'est pas un acquis et qu'il faut la rendre un peu plus concrète, un peu plus vivifiante et un peu moins captée par ce que Eugénie appelle une autocratie ou en tout cas un club. Et on se rend compte que les Français ils ont surtout le sentiment d'être exclus de la démocratie plutôt que de se dire que la démocratie est un danger. Quoi. Oui. Pardon. Non, juste un mot, vous dites les méchants, je ne suis pas sûre que... C'était évidemment Oui, mais en fait, je pense que justement, cette vision, exagération. non, mais je pense que cette vision assez morale, en fait... faut peut-être se mettre à la place de ces pays-là, c'est quand pour eux, ce sont nous les méchants. Et je dis pas qu'il faut être relativiste, mais je pense que ce certain discours un peu moralisateur peut être aussi très mal perçu. Pour ma défense, c'était la une de The Atlantic, du magazine The Atlantic, on va le voir. Voilà, très belle une de Bad Guys Are Winning. Voilà pour justifier. L'axe du mal, vous savez. C'est basé sur des... Ils vous diront que les évidemment. Américains en Irak, c'était les méchants et ils vous feront tout C'était bien un discours sûr sur la... une formule. On va jouer un petit peu si vous voulez bien les amis. On passe à la rubrique fake news ou pas. Je vous soumets une info ou quelque chose qui ressemble à une info et vous me dites si c'est une vraie information ou si c'est une fake news. Alors, en France, Jonathan, vous êtes concentré ? C'est une question posée à tout le monde, donc Oui, non, allez-y. parce que je sais que vous êtes un expert. En France, une ville persiste à interdire l'atterrissage de soucoupes volantes. Un maire a pris un arrêté qui refuse à ces engins de se poser sur le territoire de la commune. Tout aéronef qui atterrira dans la zone sera immédiatement mis à la fourrière, selon le texte en question. Fake news ou pas ? C'est vrai. C'est trop... Bien sûr, c'est Arès. Ouais. C'est Arès. C'est la ville d'Arès au bord du bassin d'Arcachon. Ah bah, c'est une autre alors. Hein. On parle pas de la... J'en connais une où il y a un parking, qui est une aire d'atterrissage, qui a été transformée en parking. Vous nous apprenez quelque chose, voilà, parce que c'est une vraie information. Ah c'est oui. effectivement la ville de Châteauneuf-du-Pape. Il y en a deux. Dans le Vaucluse. C'est un arrêté qui date de 1954. Autre sujet, le grand Gilbert Montagnier, le très grand Gilbert Montagnier qui suit de près la Coupe du Monde de foot. Il a même écrit une chanson pour les Bleus et plus particulièrement pour Kylian Mbappé. Je vous soumets les paroles, je ne vais pas la chanter, mais je vous soumets les paroles. Kylian, tous tes buts sont magnifiques en équipe de France, t'es magique. Tu nous fais tellement rêver depuis longtemps, Jonathan. Fake news ou pas ? Donc si c'est une fake news, ça veut dire que vous avez inventé les paroles ? Oui. C'est ça le principe. Nous sommes Non, mais capables, c'est vrai, c'est vrai je l'ai entendu, maintenant. je l'ai entendu. Je crois que c'est vrai.
Ouais. C'est vrai? Mais Vous bon. l'avez entendu, Rachel aussi? Moi, je l'ai pas entendu, entendu. j'aimerais bien Je l'ai l'entendre pas vraiment. entendu. Bah, Je ça n'en doit ai être vrai. aucune idée. Oui, Ah. oui, ça doit être vrai. Eh ben c'est vrai, on va l'écouter Gilbert Montagny. Ah, génial. Tes bus sont magnifiques. En équipe de France, t'es magique. Tu nous fais tellement rêver. Depuis longtemps, Mbappé. Voilà, l'avantage de cette chanson, c'est qu'elle va vous rester dans la tête pendant les 48 prochaines Merci heures. beaucoup. Coupe du Monde, toujours, l'Arabie Saoudite est encore sur son petit nuage depuis sa victoire contre l'Argentine en phase de groupe. Le roi Salman avait déjà, vous le savez, décrété un jour férié après cette victoire historique, mais il va encore plus loin, puisqu'il vient de décréter le 22 novembre comme un jour sans lapidation. 22 novembre, date du match Argentine-Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une vraie information? Ça ne fait pas rire Jonathan, mais c'est une fausse information, évidemment. J'espérais. C'est le Gorafi. Allez, plus sérieux, Il y a une continuité du service public dans ces cas-là. beaucoup plus sérieux. Pourra-t-on bientôt choisir sa mort? Ce vendredi, une convention citoyenne a été lancée par Emmanuel Macron. 150 Français tirés au sort vont débattre jusqu'au printemps de la délicate question de la fin de vie. Et ensuite, suspense. Le gouvernement ne s'est engagé sur aucune réforme, mais les associations attendent beaucoup de ce débat. Écoutez. Ça fait 20 ans qu'on a des lois sur la fin de vie, donc ça on le prend le temps en France. Des conventions, il y en a déjà eu, des commissions, il y en a déjà eu. J'avais été auditionné moi en 2018 par une convention citoyenne qui s'était auto-saisie de la question de la fin de vie, avec les mêmes conclusions. Il faut développer massivement les soins palliatifs et il faut légaliser l'aide active à mourir. Donc moi je dis chiche à Emmanuel Macron, nouvelle convention, allons au bout, ça va permettre de parler du sujet de la fin de vie, ça va permettre de parler des soins palliatifs, ça va permettre de parler des législations à l'étranger, donc ça a au moins ce mérite-là. Bon alors pour poser le débat, je vous rappelle le régime actuel. La loi Claes-Leonetti de 2016 interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès, donc l'endormissement jusqu'au décès. Et une éventuelle réforme porterait sur l'autorisation du suicide assisté. Le suicide assisté qui consiste à fournir les moyens nécessaires à une personne pour déclencher sa propre mort, et l'euthanasie qui consiste à faire mourir quelqu'un intentionnellement pour lui éviter des souffrances. Christophe, sur le timing de l'ouverture de ce débat, comment vous l'expliquez? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est une urgence? J'imagine qu'on veut nous divertir un petit peu. On parle trop de l'Ukraine, on parle trop des coupures, des délestages, pardon. On parle trop de ces sujets-là, donc ils veulent nous changer les idées et nous emmener vers une sorte de jeu où on va parler du droit de mourir, ce qui est un débat métaphysique, très ancien. Ah oui, c'est typiquement une diversion. Il y a peut-être une grève qui se profile à la SNCF, donc c'est le moment de parler d'autre chose. Donc je pense qu'on est... Il n'y a pas de nécessité d'en parler selon vous? Écoutez, moi personnellement, je soutiens Jean-Luc Godard, donc les choses sont claires. Il y a eu recours au moi, je suicide suis pour le droit de mourir dans la dignité, et je suis pour le recours au suicide assisté si on le souhaite. Du coup, il l'a fait en Suisse. Pardon? Du coup, il l'a fait en Suisse. Du coup, écoutez, s'il faut aller en Suisse, on ira en Suisse, c'est pas la question. Enfin voilà. Mais disons que en ce qui me concerne, le débat est déjà classé. Et en plus, j'ai l'impression qu'en France, il y a toujours un peu une espèce il y a un blabla officiel et la réalité du terrain. C'est-à-dire que quand les gens sont très malades, on les aide quand même. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'assez ambigu dans le quotidien de l'hôpital. Ce qui fait qu'on est vraiment là face à une espèce de convention gadget, un peu, peut-être même encore un peu plus gadget que la convention sur le climat, c'est dire. On va en parler. Et qui risque de déboucher sur pas grand-chose, comme d'habitude. Eugénie, c'est une diversion? Non, je dirais pas que c'est une diversion parce que c'est un sujet important, mais je pense qu'en effet, c'est comme sur l'immigration, on a une loi tous les 2 ans, vous disiez sur l'immigration, on a une loi aussi sur la fin de vie régulièrement, comme si finalement la mécanique sociétale 2016, exigeait une perpétuelle adaptation de nos lois aux désirs individuels. Et ce ne sera jamais fini, parce que si on légalise l'euthanasie, certains vous diront, par exemple les malades d'Alzheimer qui seront probablement pas dans la loi, eh bien demain il y aura une nouvelle loi qui devra être prise. Et c'est un cycle infini. Moi je trouve qu'on avait trouvé avec la loi Claes-Leonetti une forme d'équilibre qui était difficile à trouver entre le non à l'acharnement thérapeutique, la sédation possible profonde en fin de vie. Cette loi n'est pas appliquée parce qu'effectivement les soins palliatifs ne sont pas assez développés, ce que prévoyait la loi. Et je trouve que dans un contexte où notre système de santé est en crise, où les soins palliatifs ne sont pas développés, proposer la fin de vie, dans ce contexte-là, eh bien, ça peut pousser effectivement une sorte de pression sociale qui peut pousser certaines personnes à choisir la fin de vie parce qu'elles sont un poids pour leurs proches, parce qu'il n'y a pas assez de soins palliatifs pour les accompagner, etc. Donc je suis très méfiante. Je pense qu'il faut avancer avec énormément de prudence sur ce sujet et que l'idée d'un souffle de l'histoire, d'un vent du progrès qui rendrait cette évolution inéluctable, eh bien, ce n'est pas un argument valable. On va parler de la méthode, si vous le voulez bien, aussi, parce que 2 invités sont
pas d'accord sur la question de la méthode. C'est un super duel qu'on a sur ce plateau. D'un côté, c'est Jonathan, de l'autre, c'est Rachel. Est-ce que quelque chose peut vraiment ressortir de cette convention citoyenne? Effectivement, il y a eu une autre convention qui était dédiée au climat. Cette fois-ci, c'est sur la fin de vie. Vous avez 45 secondes chacun. Jonathan, vous allez commencer. Pour vous, oui, quelque chose peut ressortir de cette convention citoyenne? Non, mais sans être absolument béat, évidemment, l'expérience de la Convention citoyenne précédente pousse pas à l'optimisme. Après, moi, je pense que c'est un outil parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il y a la Convention citoyenne qui existe, qui est un lieu qui peut permettre de créer un débat un peu plus éclairé qu'effectivement que les positions un peu idéologiques ou mal informées que les uns et les autres peuvent avoir, parce que c'est un sujet qui évidemment nous concerne tous, auquel on est confronté dans la sphère familiale ou amicale. Donc je pense que cet outil, sans en faire la panacée, sans en faire le remplacement de quoi que ce soit, mais vient potentiellement enrichir le débat. Je ne pense pas que ce soit une diversion, parce que c'est un engagement de campagne, et simplement le calendrier était prévu, il se trouve que ça vient à ce moment-là, donc on peut l'interpréter comme on veut, mais c'était juste attendu. Donc encore une fois, j'allais dire lucidité sur le fait que la Convention citoyenne n'a pas vocation à tout régler. On sent quand même une prudence du gouvernement, donc oui, ça sert à esquiver des décisions un peu verticales, mais je pense que tout ce qui peut contribuer à éclairer le débat, sans le hystériser. Jonathan. Moi j'ai une syntaxe, donc je finis d'abord ma phrase. Rachel, c'est un duo, c'est un duel. Vous n'êtes pas d'accord avec Jonathan? Vous avez 45 secondes. C'est un duo, parce que franchement... Non, sur la Convention citoyenne, moi, je suis très réticente, parce que ça fait 20 ans qu'on a ces concertations. En plus, ajouter Convention citoyenne, démocratie participative, démocratie représentative. On a des députés, on a un gouvernement. On a aussi en parallèle une consultation des experts, des médecins, des personnes qui sont dans les milieux... vraiment proche en fait des malades et de ces situations dramatiques. Donc je me dis une convention encore, pourquoi, comment, jusqu'où, avec qui? Je sais qu'il y avait cette volonté d'être dans une représentation de la diversité, sauf qu'en fait très concrètement ça se passe sur des week-ends. Les gens des dom-tom, par exemple, ne peuvent pas venir faire la consultation citoyenne. Moi, ça me met un peu mal à l'aise. Merci. Christophe, vous pouvez nous trancher peut-être ce débat. Est-ce que la méthode, peut-être déjà sur la méthode, qu'est-ce que vous pensez de cette convention, cette seconde convention citoyenne organisée par Emmanuel Macron? Est-ce qu'on a besoin encore de consulter? Effectivement, on en parle beaucoup, il y a eu des travaux au Parlement. Est-ce qu'on a encore besoin de consulter 150 citoyens tirés au sort? Je crois qu'il ne faut pas en faire un manifeste. Il ne faut pas dire, là je souscris à ce que dit Eugénie, il ne faut pas dire c'est une avancée civilisationnelle, il faut dire c'est humain. C'est humain, arrêtons de déblatérer sur le sexe des anges, c'est humain. Des gens sont mourants, des gens sont fatigués. Il y a toujours eu des gens qui voulaient, très âgés, se suicider parce qu'ils étaient à la charge des autres ou parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient plus la possibilité d'avoir leur indépendance, en quelque sorte. Vous dites c'est humain, donc il faut, selon vous, autoriser ces nouvelles pratiques, l'euthanasie et le suicide assisté. Médecin face à sa conscience, c'est sûr. C'est juste à poser des questions vertigineuses. La vraie législation, c'est pas de demander à l'État, c'est différent de demander à l'État. On ne comprend rien. Qui vous parlez? Qui parlait? Rachel, vous ne parlez pas, vous êtes sage, allez-y. Non, moi, en fait, effectivement, je partage sur les questions de loi qui existent déjà. Par exemple, dans la loi qui existe, il y a cette directive anticipée. Donc ça veut dire que, est-ce que vous, autour de la table, vous avez rédigé votre directive anticipée? Non, parce qu'on a du mal à se projeter. On a du mal à anticiper notre propre mort. Donc il y a des choses qui existent et je pense que ça va être casuistique, ça va être du cas par cas, en fait, ces sujets-là. Et effectivement, je pense que la loi est suffisante et que l'application, elle est effectivement sur les dispositifs de la fin de vie et l'accompagnement. C'est bien qu'on avance, si on doit avancer, encore une fois, c'est pas du tout pour en faire un mantra en disant que c'est le programme, mais qu'on avance petit à petit sur ces sujets-là qui sont des sujets complexes, qui sont des sujets sur lesquels on peut même avoir un avis différent d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, ou en fonction des circonstances de la vie. En revanche, voilà, que ce soit pas un sujet qui soit réservé ou dont les familles doivent s'encombrer ou gérer dans un tête-à-tête avec un médecin qui est quand même pas la meilleure solution, que ce soit un débat de société qui soit posé. Peut-être que la conclusion, une fois que le débat sera éclairé, c'est de dire l'existant est suffisant. Mais il y a suffisamment de situations où on se rend compte que les gens se sentent délaissés, démunis. Donc l'idée, c'est pas de confier la mort à l'État, mais en revanche que l'État ne ferme pas les yeux face à une réalité sociale. Ça me semble aussi son rôle. Je vais quand même vous montrer ce sondage IFOP qui date du mois de février. 89% des Français approuvent l'autorisation du recours au suicide assisté. 94% des Français approuvent le recours à l'euthanasie dans des cas de souffrance extrême et incurable. Eugénie, c'est une question de liberté individuelle. Oui, mais alors moi je trouve que c'est évidemment, si on me pose la
question est-ce que vous avez envie de souffrir ou de mourir, vous allez répondre oui. Après, quand on pose d'autres sondages, la question est-ce que vous voulez être accompagné jusqu'au bout dans des soins palliatifs, les gens aussi sont majoritaires. Et je pense qu'effectivement, oui, poser la question en disant est-ce que vous n'avez pas envie de souffrir, on est tous d'accord. La question vertigineuse qui se pose, c'est est-ce qu'on peut donner à la médecine et à l'État le pouvoir de tuer? C'est quand même un renversement de la médecine. Tu ne tueras point, c'est le serment, le serment c'est pas contre la volonté du patient. Oui, d'accord, mais ça pose quand même une question parce que je dis pas que j'ai la réponse et que entièrement j'ai pas. Enfin, je suis partagée, mais pensons quand même à l'idée, voilà, même avec les directives anticipées, vous pouvez penser à un moment A dans votre vie quelque chose et puis changer d'avis et jusqu'au bout changer d'avis, savoir ne pas savoir. Et c'est toute la question que va poser les malades d'Alzheimer, parce qu'il y a des malades d'Alzheimer qui disent avant d'avoir de tomber dans la dégénérescence, je voudrais qu'on me tue, et puis change d'avis, et puis enfin, c'est très 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 compliqué. Alors, c'est un sujet qui va nous accompagner au moins jusqu'au printemps. Que reste-t-il du phénomène Éric Zemmour? La semaine dernière, le parti Reconquête fêtait ses 1 an et pour l'occasion, un meeting était organisé porte de Versailles à Paris. 4000 militants ont répondu à l'appel de leur chef. Écoutez. Nous sommes nés il y a 1 an, jour pour jour, à Villepinte. 1 an seulement, et pourtant j'ai l'impression d'avoir passé des années à vos côtés. 1 an seulement, et que d'aventures vécues, que de chemins parcourus. Nous avons connu des émotions indescriptibles et des déceptions aussi. Mais on le sait désormais, quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. 4000 militants, Jonathan. 4000 militants hors période électorale. Qui peut faire ça encore aujourd'hui en France? Sûrement, non, c'est ça. Hors période électorale. Non, mais déjà pendant la période électorale, c'est quelqu'un qui rassemblait beaucoup dans ses meetings. Donc qu'il y ait un noyau de ferveur autour d'Éric Zemmour, c'est une certitude. Je pense qu'il y a quand même d'autres forces politiques. Fait autant. Non, mais c'est vrai. C'est les mêmes depuis. Non, mais c'est les mêmes. Mais là aussi, c'est les mêmes aussi d'une certaine manière. La sanction des urnes, que ce soit la présidentielle ou que ce soit la séquence législative derrière. Elle a soldé, en tout cas à court terme, sa capacité à transformer l'essai. Mais donc le parti n'est pas mort, Reconquête n'est pas mort, Éric Zemmour n'est pas mort. C'est presque on interprète ce meeting. Il n'est pas mort, en revanche, il est impuissant d'une certaine manière. Il est reparti dans un rôle de commentateur. Il est donc c'est la bataille culturelle de long cours. Il n'est pas du tout acquis qu'il ait un acte 2 d'une candidature d'Éric Zemmour en 2027. On peut imaginer que le RN type Jordan Bardella soit quelque chose d'assez compliqué à gérer parce qu'il y a beaucoup de points communs. On peut imaginer qu'un Laurent Wauquiez qui prendrait la main sur la droite dans la perspective de 2027, ça finit par faire un espace qui est presque encore plus petit qu'en 2022. Donc le zemmourisme, en revanche, ce que ça a pesé sur un certain nombre de débats publics, on a même pu l'entendre à certains moments sur des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Évidemment que ça continue à avoir de l'effet. En revanche, je pense que le zemmourisme pèse et que Zemmour en opération survie. Eugénie, pas le zemmourisme, mais plutôt sur vraiment le parti Reconquête et Éric Zemmour. Moi, je crois il faut relativiser son échec à la présidentielle, parce qu'effectivement, c'est un échec par rapport au sondage qu'il est donné parfois à 15-18%. Il était à 18, etc. Mais il est quand même arrivé devant LR, devant Europe Écologie Les Verts, qui sont des partis qui sont, mais après, il y a eu les législatives et il y a eu 0 député. Oui, mais parce qu'on est dans un système, vous savez, qui cannibalise et qui laisse peu de place aux petits partis, et qui n'a pas eu cette union des droites dont il a rêvé, ce qu'a réussi à faire Jean-Luc Mélenchon à gauche. Mais je crois que dire que... Même pas les unions de l'extrême droite, d'ailleurs. Dire que ce qu'il a fait en 2022, c'est rien parce qu'il a fait 7%, je trouve que c'est un peu sévère, parce qu'il est quand même arrivé devant, n'oublions pas, Valérie Pécresse, et qu'il a eu ses frais de campagne remboursés, ce qui n'empêche pas qu'il a fait évidemment énormément d'erreurs. Et il continue à en faire, puisqu'il prône l'union des droites, tout en disant... en insultant les gens qui veulent réconcilier, en disant Marine Le Pen c'est le socialisme et LR c'est la mollesse. S'il voulait vraiment faire l'union des droites, il pourrait dire par exemple Marine Le Pen elle a les classes populaires, LR ils ont la compétence et les élus, réunissons-nous. Mais il veut marier des gens tout en étant très sévère avec eux. Donc il me semble que stratégiquement c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Je vais vous faire écouter un discours qui a été prononcé lors de ce rassemblement, le discours de Guillaume Pelletier, le vice-président de Reconquête. Guillaume Mélanie. Je suis français et je suis patriote. Je suis même un homme et un père. Je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétérosexuel. Je vis dans la France rurale. Je roule au diesel et je me chauffe au fioul. Et pour tout cela, je n'ai aucune intention de demander pardon. Soyez fiers, adhérez.
Rachel, ce discours, il incarne quoi aujourd'hui dans la société française? La victimocratie. On aurait pu effectivement entendre les indigénistes dire exactement la même chose. Je suis noire, je suis femme, et je n'ai pas honte et je ne demande pas pardon. Et c'est plutôt à la France de me demander pardon. Enfin, c'est-à-dire que là, en fait, on voit à quel point cette victimocratie imprègne l'ensemble des partis politiques, comme si il fallait se victimiser pour avoir une posture extrêmement forte dans le paysage politique. C'est pas du Sandrine Rousseau, mais on change les mots et c'est la même chose, en fait. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que ça sert pas du tout la France, ça sert pas du tout nos préoccupations. Et c'est surtout ce dialogue entre les uns qui parlent des Noirs, des Arabes, machin, et les autres qui parlent des Blancs, les uns qui parlent des musulmans, et les autres qui disent je suis catholique et machin. Ce n'est pas du tout notre contrat républicain. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de leaders politiques qui se revendiquent comme musulmans en France, mais bon. Non, il y en a dans pour les le coup, émetteurs. je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un peu ridicule d'être identitaire à ce point-là. Et c'est comme parler de francocide parce qu'on parle de féminicide. Moi, je suis contre l'emploi de ces deux mots. Je trouve que parfois, il y a un mimétisme avec l'extrême gauche qui est vraiment dommageable, alors que par ailleurs, il y a un discours qui est assez construit et idéologique par ailleurs. Christophe, à qui il parle, Éric Zemmour? Enfin, Éric Zemmour, là, en l'occurrence... Il parle en interne. Il s'agit surtout de rassembler ces troupes qui l'ont un peu abandonné depuis le rassemblement de Villepinte d'il y a un an. Il y avait 10 000 personnes, il y en a 4 000, donc il faut qu'il essaie de repeupler ces troupes. Là, si vous voulez, si on voit un peu l'étiage de son organisation à l'heure actuelle, Reconquête, on est un peu dans le même étiage que les Patriotes de Florian Philippot, c'est-à-dire un petit groupe dynamique, présent, parce qu'il est présent effectivement à la base. Il a des militants qui sont un peu partout. Dès qu'il y a un fait divers, ils accourent, surtout si ça concerne un immigré. Il est donc très, très actif, tout comme Florian Philippot s'est refait une santé avec le mouvement anti-vax en organisant des cortèges qui étaient parfois des cortèges importants, et il a réussi à maintenir quelque chose. Maintenant, je pense que Zemmour a raison de s'inscrire sur le long terme, parce qu'en politique, il n'y a que ça de vrai. C'est-à-dire qu'en politique, on met beaucoup de temps à imposer une marque. Regardez, le Front National a mis énormément de temps à imposer sa marque politique pour un résultat plutôt positif pour eux aujourd'hui. Et je pense que Zemmour procède avec la même intelligence, pourrait-on dire tactique, et de dire il faut que je tienne le coup et que je puisse m'imposer. Après, la grosse difficulté de Zemmour, je le voyais parler, je trouvais qu'il avait des accents un peu vieux jeu, c'est le fait je crois qu'il manque de charisme. C'est-à-dire qu'un leader populiste, on peut l'appeler comme ça, il faut qu'il soit populaire, il faut qu'il soit porteur de quelque chose de rassembleur en lui, comme l'est sans doute Marine Le Pen, comme l'était Jean-Marie Le Pen. Or, Zemmour, physiquement, il me fait penser un peu à Bruno Maigret, vous voyez. C'est-à-dire, vous êtes un spécialiste de l'extrême droite, oui, et vous voilà, avez travaillé pendant 40 ans. Je m'en excuse. Il a plus, Zemmour, une stature de polémiste, de journaliste. Il faisait des étincelles quand il était sur CNews, dans sa case inamovible. Mais aujourd'hui, qu'il est dans l'arène politique, il lui manque sans doute cette espèce de charisme qui fait que les gens vont, comment dirais-je, essayer de lui ressembler, vouloir être comme lui. En plus, il a fait des choix tactiques déplorables, comme le fait par exemple d'aller faire son dernier meeting de campagne au Trocadéro, ce qui était à la fois faire du parisianisme, se rallier à la classe bourgeoise, ce qui était tout sauf ce qu'il aurait dû faire s'il avait voulu gagner des voix. Donc ça, c'est son problème. Jonathan, un pari, Éric Zemmour, l'avenir politique d'Éric Zemmour, c'est quoi? Ça va être les européennes de 2024? Pour tous les partis, en tout cas, court terme, c'est la prochaine élection. Donc, merci, Jonathan. Non, mais il y a surtout une frustration. C'est-à-dire ce qu'il voit en Italie autour de Giorgia Meloni, c'est clairement ça. Voilà ce qu'il a. Et je pense, oui, effectivement, tacticien absolument nul, donc par un ego surdimensionné, par l'idée qu'il domine de la tête et les épaules tous ces politiques de droite et d'extrême droite qu'il a quand même passé son temps à mépriser quand il les observait de près. Donc c'est quelqu'un qui est quand même pas rassembleur pour un sou. Qui se retrouve quand même, je pense, dans une équation, je le répète, à droite et à l'extrême droite, qui est vraiment
pas facile, qui va même être de plus en plus compliqué. Il y a un après Marine Le Pen, même si elle sera sûrement candidate en 2027, qui se dessine à travers Jordan Bardella. Il a le temps, il a même pas 30 ans, et il va occuper un terrain identitaire avec sûrement plus de capacités tactiques et de vista qu'Éric Zemmour. Il y a toujours personne derrière Éric Zemmour. Penser que Guillaume Pelletier, c'est le numéro 2 de cette force-là, ça montre quand même l'incurie de la force collective. Il y a Marion Maréchal. Bon, oui, mais qu'on n'entend pas, qui se mouille pas et qui sûrement se dit qu'elle a encore une fois choisi le mauvais cheval au mauvais moment. Quoi. Eugénie. Je ne sais pas si Éric Zemmour a un avenir politique. En tout cas, je pense que l'Union des droites en a. Et que quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays européens, que ce soit l'Italie, que ce soit la Suède, cette union des droites se met en place. Et moi, je pense en tout cas qu'elle a un avenir politique certain parce que, effectivement, des forces comme LR, Reconquête, ne peuvent pas atteindre le pouvoir par elles-mêmes toutes seules. Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question qui est très simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal? On va commencer avec vous, Jonathan. C'est un double flop, je crois, cette semaine pour vous. Il faut dire les deux d'un coup, là, c'est ça le... Non, je suis toujours un peu perdu à ce moment-là. Autant le jeu Votre premier flop, qui est-ce? Non, le premier flop, pour moi, c'est côté insoumis, en tout cas l'initiative un peu inattendue et ratée de Caroline Fiat sur la question de la réintégration des soignants non vaccinés. Donc ça, chacun est libre après sur le fond. Mais alors là, on rentre dans la popote parlementaire, mais sur Public Sénat, ça plaît toujours. On connaît ça. On connaît ça. Donc la niche RN qui reprenait la proposition de loi qui avait été balayée lors de la niche LFI. Donc du coup, Caroline Fiat s'est dit qu'il n'y avait pas un symbole absolument délétère à venir se mettre sous l'ordre du jour du RN. Elle s'est fait rappeler à l'ordre par les autres partenaires de la NUP en disant on ne peut pas prenez le cordon, le barrage et tout ce qu'on veut, et de l'autre côté, tomber dans un piège grossier. Le deuxième flop, c'est la droite, on en a parlé, donc la droite qui désigne son nouveau champion. Les LR, même si... Bon, la droite, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Peut-être qu'elle est simplement à l'Élysée, mais ça, c'est un autre débat. Non, les LR, donc du coup, parti absolument majeur quand même de ces dernières décennies, dont aujourd'hui la vie quotidienne est devenue quantité négligeable pour la majorité des Français. On se rend compte le match Retailleau-Ciotti, c'est l'affiche et ça laisse globalement assez circonspect parce qu'il n'y a pas une proposition qui est sortie de cet affrontement-là. Et je pense qu'il y a une majorité de Français qui n'est même pas au courant qu'il se passe quelque chose. À vous, Rachel. Top. Flop. Alors, top. Catherine Meurice qui entre à l'Académie française avec... ouais, exactement. Ouais, auteur de bande dessinée. Bande dessinée avec un humour grinçant qui, en plus, réinterroge la philosophie, etc. Je trouve que c'est génial, cette jeune femme, qu'elle puisse rentrer parmi les immortels. Et mon flop, évidemment, Francky Vincent. Évidemment. Non, mais Francky Vincent, oui, ou complètement. Chevalier des arts et des lettres, nommé cette semaine. Vous n'aimez pas ces chansons? C'est-à-dire qu'au niveau des paroles et de ces rimes riches, je peux vous en citer une. Tu veux mon zizi? Oui. Merci beaucoup, Rachel. Christophe, votre top et votre flop? Mon top, c'est évidemment cette pauvre basketteuse américaine qui a enfin été libérée des jours. D'abord parce que la pauvre, elle était vraiment prise en otage dans un conflit où évidemment qui ne lui correspondait pas. Enfin, elle s'est retrouvée là-dedans. Et puis en plus, je trouve que c'est la preuve qu'il y a encore un dialogue, même s'il est minime, un dialogue de guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Alors dans le négatif, c'est la guerre froide qui revient comme si on était en 1952. Et dans le positif, ça prouve qu'il y a quand même un dialogue qui se maintient entre l'Est et l'Ouest, si je puis dire, et donc un espoir de paix peut-être un jour. Donc ça, c'est le top. Et ça, c'est le top. Et le flop, c'est, ça reste en Russie, c'est le hasard. C'est les gens qui retirent des livres LGBT ou je sais pas quoi de leur librairie, parce que ça témoigne encore de cet éternel phénomène propre à notre époque, qui est celui de l'autocensure. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas que ce soit l'État qui vous interdise de faire quelque chose. On le fait avant, on le fait tout de suite, et même on le fait même si l'État ne le demande pas. Il fut une époque où la censure venait d'en haut. Aujourd'hui, apparemment, la censure vient d'en bas. C'est dommage. À l'abri, il y en a plusieurs. À l'abri, il y en a plusieurs. Eugénie, c'est à vous, votre top et votre flop. Alors mon top, alors oui, c'est un top. La Chine qui allège ses dispositifs anti-Covid sous pression de la population. Et enfin, la Chine lâche un peu de l'Est parce que c'est absolument épouvantable la manière dont les pauvres Chinois vivent depuis plusieurs années. Et je pense que ça dit quelque chose sur l'échec en fait de la Chine à imposer une forme de soft power, c'est-à-dire qu'ils sont très très forts sur la technologie, c'est une sorte de technodictature
extrêmement puissantes, mais ils n'arrivent pas à faire valoir leur modèle. Dans les années 60-70, la Chine était extrêmement autoritaire avec Mao, mais toutes les élites occidentales étaient converties au maoïsme. Là, c'est pas la même chose. Flop. Et mon flop, c'est pour les étudiants de Sciences Po qui ont poussé à la démission leur prof de danse qui voulait continuer à faire danser les garçons et les filles en couple donc ils l'ont poussé à la démission. Elle a refusé de changer la terminologie homme-femme pour dire leader-follower et donc soutien à cette prof. Et je trouve que ça va en dire long sur cette espèce de mentalité estudiantine qui consiste à demander aux cours de s'adapter aux étudiants plutôt que de suivre. Et à ne pas vouloir Merci à tous les quatre. Merci, Président Larcher. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous revoir en replay et en podcast. Merci à tous. On se retrouve au mois de janvier. D'ici là, prenez soin de vous et bonne fête à tous. Bye bye. Carrément janvier. Quoi.